No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Nous allons maintenant vous montrer ce à quoi finalement Robert S. Arrington a sûrement vu dans son télescope et a sûrement déterminé comme étant très problématique, comme vous avez vu. Arrington était un spécialiste des naines brunes et donc de ces étoiles sombres à très grande magnitude. Donc, il savait de quoi il parlait, il savait ce qu'il cherchait et il a été attentif à ces détails-là. Et il s'est bien douté que si c'était un astre, si on avait un deuxième soleil, un compagnon de notre soleil qui est extrêmement brillant, qu'éventuellement, même des amateurs auraient fini par le voir ou on l'aurait découverte de façon extrêmement positive, bien avant nos temps modernes. Et cette nouvelle-là se serait rapidement répandue dans la société. Et ici, on voit ici un site de la NASA qui est le 18 mai 2011, encore dans le mois de mai, dans le signe du Taureau. On nous parle d'une des planètes qui flottent dans l'univers serait plus nombreuse que les étoiles. Éventuellement, une planète qui flotte tout seul dans l'univers va rencontrer une étoile et va tomber sous son champ gravitationnel et va devenir un nouveau membre de cette étoile-là qui fait partie d'un système solaire. Donc, c'est peut-être plausible, mais éventuellement, tôt ou tard, ces étoiles-là vont faire partie d'un système solaire ou vont rentrer carrément en collision avec des étoiles, ce qui est encore possible, dépendamment de leur orbite, etc. Et ce qu'on va vous montrer ici, c'est que quand l'étoile passe vis-à-vis une étoile, il y a une distorsion de la lumière de l'étoile et de l'image alentour de ces genres de planètes ou d'étoiles à très grande masse. Et ça me fait référence aux trous noirs qui ont exactement le même comportement. Et ce que la science moderne nous a toujours enseigné, ce qu'ils enseignent encore, c'est que les trous noirs sont des objets à très grande masse, densité volumique, à une très grande masse, si vous voulez, tellement importante que les photons ne peuvent pas échapper à leur gravitation. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas ce qu'on observe. L'observation nous montre d'autres choses. L'observation, ce qu'elle tend à nous montrer, c'est que ces astres-là ou ces objets-là, ce sont des objets à très fort champ magnétique. Et c'est ces champs magnétiques-là qui vont modifier le coefficient du temps. Et le temps n'est pas une constante, carrément, ce que la science croit ou nous ont montré. D'ailleurs, vous lisez les derniers articles du CERN en Europe et ils parlent qu'ils peuvent maintenant jouer avec le temps. C'est pas une constante. Donc, ces champs magnétiques-là ont la capacité de changer l'espace-temps et d'incurver, si vous voulez, les lignes de champ gravitationnel, les lignes de force, les lignes photoniques. C'est pour ça qu'on a de la misère à voir ce qui se passe au niveau de la vraie image ou dans l'environnement de ces objets-là à grande masse. D'ailleurs, on parle, en fait, je dis de grande masse, mais une grande masse nous donne la possibilité d'avoir un plus grand champ magnétique parce que c'est par la rotation de la masse qu'on obtient des champs magnétiques comme le noyau terrestre qui est très dense, qui tourne à l'intérieur, qui crée le champ magnétique terrestre.
Donc la vélocité de la rotation est importante, il y a tous ces facteurs-là. Mais si vous regardez le vidéo 19 que j'ai produit pour Planète X 2012, Nibiru, vous allez voir qu'on parle des trous noirs selon la NASA et on voit cette distorsion-là, cette même distorsion-là que vous allez voir pour une planète ou une naine brune. Donc, si c'est la masse seulement qui est importante pour faire cette distorsion-là, alors expliquez-moi comment une naine brune peut arriver à faire une distorsion alentour des champs de lumière qui l'environnent versus notre Soleil qui est beaucoup plus massif que ces naines brunes-là et qui nous envoie plein de lumière. Vous le savez, on a une journée, on a des jours parce qu'on est éclairé par la lumière du Soleil, mais cette masse-là du Soleil est beaucoup plus importante que celle d'une naine brune. Comment ça se fait que la lumière nous parvient? C'est gravitationnel. Alors donc, sans plus tarder, vous allez voir la similitude. Ceux qui ont vu mon chapitre 19 des vidéos sur Planète X, qui sont disponibles sur le site de Plein Feu. On vous a montré la distorsion de lumière selon la NASA par un trou noir. Et vous allez voir la même similitude. Vous allez voir un objet qui ressemble vraiment à une naine brune. Et le pire, c'est que la NASA vous montre que des satellites, vous allez voir des planètes gravitées alentour de cet objet-là qui se déplacent. Et quand elle rencontre une étoile qui est dans le ciel lointain, vous allez voir l'étoile se déplacer, la distorsion de la lumière qui est créée. Et donc, comme je vous dis, étant donné que la masse d'une naine brune ou d'une planète est beaucoup inférieure à notre Soleil, cette distorsion-là est donc, on a une conclusion que ce n'est pas dû à la gravitation et c'est plutôt dû à un champ magnétique très, très, très intense. C'est ce que les études et les derniers articles les plus up-to-date nous montrent du Sun, qu'il joue avec des champs magnétiques et ça tend à changer l'espace-temps. Et c'est ce que Einstein nous avait expliqué. C'est vraiment dans cette voie-là qu'il faut aller. Et c'est pour ça qu'il s'amuse à enseigner, même à nos jeunes, à les universités, que la gravitation est encore, c'est ce qui explique vraiment le mouvement de l'univers, etc. Il cache la nature électrique de notre univers pour s'en approprier comme des dieux, tout seul, les bienfaits de ces technologies-là, comme la technologie de HAARP est basée sur de l'électricité et vraiment sur cette science-là qui est électrique et non pas gravitationnelle. Et évidemment, la masse est importante. On ne peut pas avoir de champ gravitationnel d'un objet. Excusez-moi, on ne peut pas avoir de champ magnétique d'un objet s'il n'y a pas de masse. Ça part à partir de la masse, mais ce n'est pas la masse qui domine au bout de la ligne. C'est vraiment le champ... ce n'est pas la masse qui domine, mais c'est plutôt le champ magnétique qui fait en sorte que ces étoiles-là distorsionnent la lumière par l'effet de champ magnétique très intense. Et on va vous montrer sans plus tarder cette animation-là. Et pendant ce temps-là, je ne commande pas, vous regarderez par vous-même. Ce qui est important de remarquer, c'est que l'objet est entouré de satellites alentour. Vous allez voir des planètes qui gravitent et elles se déplacent dans l'univers. Et quand elle arrive, vous avez une étoile qui est brillante. Vous allez voir l'étoile qui va faire un flip du devant de la planète vers le derrière, en passant comme en haut. Elle va être comme étirée, déformée, et se retrouver subitement en arrière, exactement comme on l'a montré pour les trous noirs. Regardons l'animation. Je vais vous mettre ça en plein écran. Voilà. C'est ce que nous croyons que Harrington a vraiment vu. Il a vu une distorsion et cette distorsion-là se déplaçait, donc il savait qu'il s'agissait d'un objet de grande masse parce que pour produire un champ magnétique important, ça prend de la masse importante.